Bonsoir et bienvenue dans Audition publique sur les chaînes parlementaires. Nous sommes ensemble pendant 1 heure et cette semaine notre invité est Manuel Bompard. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes vice-président du groupe LFI à l'Assemblée nationale et vous êtes député des Bouches-du-Rhône. Alors le réchauffement climatique occupe en ce moment les grands dirigeants de la planète et en même temps, on le voit bien, la transition énergétique ne se fera pas en un jour. Les Français n'ont pas toujours les moyens de changer de voiture ou de modifier leurs habitudes. Alors comment concilier la fin du monde avec la fin du mois? Je vous poserai la question. Dans un instant, Tam Tranui nous rejoindra pour vous interroger sur les projets de budget et puis sur la réforme des retraites. Elle reviendra aussi sur l'incident provoqué par le député RN Grégoire de Fournas. Ensuite, on retrouvera Vincent Roux et Yves Tréhard du Figaro qui s'intéressera à une éventuelle dissolution. Vous nous direz si vous êtes prêts et puis surtout si vous êtes confiants. Enfin, on parlera de la loi sur la sécurité intérieure avec Violette Spilbou qui est députée Renaissance du Nord. Alors pour commencer, la COP27 qui vient donc de s'ouvrir à Sharm el-Sheikh en Égypte. L'objectif est de limiter la hausse des températures d'1,5 degré. Le dernier rapport de l'Organisation météorologique mondiale des Nations Unies dit qu'au vu des engagements pris, la hausse devrait être de 2,6 degrés. Ce matin, le président s'est exprimé en marge de la COP depuis l'Égypte. On l'écoute. Il faut qu'on ait des États-Unis et la Chine qui soient vraiment au rendez-vous. Et si je devais simplifier les choses sur les émissions, notre bataille, c'est que les plus riches soient là, qui payent leur juste part. Et là-dessus, soyons aussi clairs, j'ai besoin qu'on se dise les choses. Les Européens payent, mais simplement le problème, c'est qu'on est les seuls à payer. Et donc là, il faut mettre la pression sur les pays riches non européens, Japon, pour leur dire vous devez payer votre part. Alors Manuel Bompard, vous venez d'entendre le chef de l'État, il dit qu'il faut mettre à contribution les pays riches non européens, les États-Unis et la Chine. Vous êtes d'accord, ce sont eux les responsables ? Ce ne sont pas les seuls responsables, mais oui, bien évidemment, il faut faire en sorte que l'effort il soit partagé. Et pour partager un effort, il faut d'abord que les pays les plus riches versent une forme et jouent une forme de solidarité avec les pays qui sont les pays les plus pauvres du monde. Ça, c'est vrai. Mais le problème, c'est que le président de la République s'exonère lui-même, la France et l'Union européenne, de ses propres responsabilités. Il dit que la France et l'Europe sont sur la bonne trajectoire. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? C'est pas vrai. Si vous lisez vous avez cité des rapports de l'ONU, ils disent que si vous voulez respecter l'objectif des accords de Paris, c'est-à-dire limiter la hausse de température à 1,5 degré, il faut que l'Union européenne baisse ses émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 de entre 65 et 70%. Aujourd'hui, l'Union européenne s'est fixé des objectifs qui sont compris entre 55 et 60% de baisse. Donc l'Union européenne n'est pas encore sur la bonne trajectoire. Et la France, je dois quand même le rappeler, sous Emmanuel Macron, a été condamnée à 2 reprises pour inaction climatique et environnementale, est à la traîne du point de vue de ses objectifs de développement des énergies renouvelables. Et pourtant, il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour aider justement les Français. La prime Rénov', l'aide à l'achat d'une voiture électrique avec le bonus écologique, limité aussi avec le bouclier tarifaire. Il y a des mesures. Oui, mais enfin, qui sont pas sérieuses. La prime Rénov', on a eu un très long débat la semaine dernière, il y a pile une semaine à l'Assemblée nationale. Tous les groupes vous diront, à part celui du président de la République, à part la minorité présidentielle, tous les groupes vous diront que c'est un dispositif qui est mal calibré, pas suffisamment financé. Le gouvernement prétend avoir rénové l'année dernière 600 ou 700 000 logements. Tout le monde sait que c'est pas vrai, puisque c'est des chiffres qui incluent le fait de vous changer une ampoule, vous êtes dans ces chiffres-là. C'est pas de ça dont on parle. On a besoin de rénovation qui soit complète, totale. Pour ça, il faut des investissements financiers beaucoup plus importants. On avait voté des amendements historiques la semaine dernière, à l'Assemblée. On a voté des amendements historiques, des investissements de plus de 10 milliards d'euros pour 12 milliards même sur la transition énergétique. On y reviendra certainement dans le budget. On est revenu là-dessus. Mais vous le voyez bien, il faut que les Français aussi contribuent pour baisser les émissions de gaz à effet de serre. Et les Français ont rejeté la taxe carbone, ça a fait les gilets jaunes. Comment on concilie justement cette fin du monde et cette fin du mois? On concilie d'abord en faisant en sorte que ceux qui font le plus d'efforts soient ceux qui ont le plus de ressources. Et donc on commence pas par demander aux gens qui n'ont pas d'autres alternatives que d'utiliser leur voiture pour aller travailler, de payer le prix d'une transition écologique qui est indispensable aujourd'hui. On s'attaque d'abord aux plus gros pollueurs, on s'attaque d'abord aux jets privés, on s'attaque d'abord aux industries qui polluent énormément et on fait en sorte qu'elles puissent avoir des plans de transition écologique avant de s'attaquer aux individus qui n'ont pas d'autres alternatives, premièrement. Et deuxièmement, on fait des politiques d'efficacité énergétique parce
que vous voyez, ce sujet-là de la rénovation thermique des bâtiments, c'est précisément un sujet sur lequel il n'y a pas d'opposition entre la fin du monde et la fin du mois. Si vous habitez dans une passoire thermique et qu'on la rénove, c'est bon pour l'écologie, mais c'est aussi bon pour le pouvoir d'achat de celles et ceux qui habitent dans ce logement parce que leur facture n'explose pas. Donc il y a des sujets sur lesquels les deux sujets, la fin du monde et la fin du mois, vont dans la même direction. C'en est un, et je regrette que le gouvernement n'aille pas suffisamment loin sur ce sujet. Une réaction à ce qu'a dit Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU. Il dit « Le monde va droit au suicide collectif. L'humanité a un choix, coopérer ou périr ». Il est alarmiste ou on en est là? Non, il a raison. Enfin, il a raison. Malheureusement, ça fait... C'est trop tard alors? Non, c'est pas trop tard. C'est pas trop tard parce qu'on peut encore infléchir la trajectoire sur laquelle on est engagé aujourd'hui. Mais après, il faut dire la vérité. Il y a une part du changement climatique qui est réalisée et qui est irréversible. Donc, il doit y avoir une politique de bifurcation extrêmement directe et extrêmement importante. Et il doit y avoir aussi une politique d'adaptation au changement climatique, parce qu'il y a une part du changement climatique sur laquelle on ne pourra pas revenir et on n'est pas suffisamment préparé. Cet été, on a été confronté à des événements climatiques extrêmes et on voit bien que notre pays n'est pas préparé pour y faire face. Donc les deux plans doivent avancer en même temps, la transition et les politiques d'adaptation. Alors nous accueillons à présent Tam Tranui de la rédaction de Public Sénat. Bonsoir. Bonsoir Tam. Vous avez des questions à poser, et notamment sur les actions des écologistes. Et oui, les actions d'éco-activistes, on voit se multiplier des actions du collectif, par exemple Just Stop Oil, et leurs actions avec des envois de jets de purée ou de sauce tomate sur les tableaux. La dernière action, c'est celle de 2 militantes écologistes d'Extinction Rébellion qui se sont collées la main sur le cadre de 2 tableaux de Goya à Madrid. Alors le gouvernement espagnol parle de vandalisme. Est-ce que vous êtes de quel côté? Est-ce que vous estimez que cette radicalité, elle est utile pour défendre la cause écologique? D'abord, moi, cette radicalité, je la comprends. Je la comprends parce que vous avez des jeunes générations qui sont inquiètes, parce qu'elles vont subir très concrètement. Peut-être que nous, ou les générations passées, on ne va pas être confrontés directement aux impacts du changement climatique. Mais là, vous avez des jeunes générations qui vont le vivre effectivement dans leur quotidien. Et donc, elles sont inquiètes et elles ont l'impression qu'on ne fait rien ou qu'on n'agit pas suffisamment. Et donc, elles utilisent des moyens d'action qui sont des moyens d'action, de provocation, qui percutent nos esprits. Vous comprenez ou vous y êtes favorable, par exemple? Mais moi, je le ferais pas. Mais en même temps, je n'ai pas suivi la dernière action Madrid, mais celle que j'avais vue avant. Mais ça fait vraiment avancer la cause, comme le disait Tam. Celle que j'avais vue avant, elle ne dégradait rien. Je veux quand même le dire. Quand on jetait... Elles se sont collées la main au cadre. Alors, ce n'est pas sur l'œuvre elle-même, c'est sur le cadre. Quand elle jetait de la soupe, elle le jetait sur une vitre qui était sur le tableau. Non, mais c'est important de le préciser, parce qu'il y a des gens qui ont cru qu'on dégradait les œuvres. On ne dégradait pas les œuvres. Donc, mais en même temps, je comprends cette forme d'action qui vient nous interroger. Mais pourquoi? Mais c'était pas le cas à Sainte-Soline, par exemple, quand il y a eu cette retenue d'eau là où les manifestants étaient contre. Il y a eu beaucoup de violence, notamment. Est-ce que ça vous validez ou pas? Alors attendez, je finis de répondre et je vous promets, je vous réponds sur Sainte-Soline. Donc je comprends ces formes d'action, je les ferai peut-être pas moi-même, mais je trouve qu'elles ont le mérite de faire débattre, de se poser la question, de s'interroger. Et encore une fois, elles ne dégradent rien. Donc je trouve qu'il y a eu des réactions disproportionnées par rapport à ces formes d'action. Au patrimoine de... Mais on s'en prend pas au patrimoine, mais forcément on va sur un sujet, la culture, auquel on est tous très attachés, et ça nous percute, parce qu'on se dit mais pourquoi s'attaquer à ça? Mais en même temps ça nous fait réfléchir. Donc je comprends aussi la forme d'action qui y correspond. Maintenant, sur une manifestation comme celle de Sainte-Soline, honnêtement il faut distinguer une toute petite minorité de personnes qui étaient sans doute présentes dans la manifestation avec une volonté d'en découdre, d'une très grande et très large majorité des manifestants qui étaient là, qui étaient déterminés, bien évidemment, qui sont révoltés, bien évidemment, qui le faisaient de manière extrêmement pacifique. Donc il ne faut pas tout mélanger. Il y avait des associations, il y avait des familles avec des enfants qui étaient dans cette manifestation pour dire attention, l'eau... Il y a eu aussi beaucoup de violence. Est-ce que la désobéissance civile ne s'accompagne pas aujourd'hui de violence? Non, le principe de la désobéissance civile ou civique, c'est que c'est une forme d'action pacifique. Donc il ne faut pas mélanger les deux. Encore une fois, je ne conteste pas le fait, j'ai vu des images comme vous, qu'il y a pu avoir des violences, mais elles sont le fait d'une toute petite minorité. La plupart et l'immense majorité des manifestants qui étaient là ont manifesté pacifiquement. Et cette minorité, c'était de l'écoterrorisme? Non, comme l'a dit Gérald Darmanin. Enfin, faut arrêter de raconter n'importe quoi. Le terrorisme, ça correspond à une réalité dramatique qui vise à terroriser la société par des formes d'action qui font qu'on se sent jamais en sécurité. On peut contester, et moi-même, je suis pas d'accord avec le fait que on s'en prenne ou on attaque les forces de l'ordre sur telle ou telle manifestation. Mais c'est pas de l'éco-terrorisme. C'est absurde de dire ce mot-là. Vous condamnez les violences?
Mais moi, je les ai toujours condamnés. J'ai toujours considéré que la forme d'action violente ne pouvait jamais être la forme d'action pour transformer la société, pour une raison simple, c'est que vous voulez emporter les gens, vous voulez les convaincre, et vous ne convainquez pas par la violence, vous convainquez par la conviction. Par contre, j'approuve la manifestation, j'approuve le fait de venir sur la bassine, même si elle n'était donc pas autorisée. Oui, j'approuve le fait de dénoncer cette installation qui, de mon point de vue, n'est pas compatible avec les limites planétaires, avec une utilisation raisonnée de l'eau, avec la nécessité d'avoir une transformation de notre modèle agricole par rapport à celui qu'on a aujourd'hui. Et je pense qu'on va sur la fausse route, sur une fausse route, un faux chemin avec ce type d'installation. Et donc je trouve légitime qu'on les dénonce. Et je dis une dernière chose et après je m'arrête là. Ceux qui essayent d'expliquer que ce seraient les urbains contre les agriculteurs n'ont rien compris. Dans les manifestants, il y avait des agriculteurs, il y avait la Confédération paysanne qui a un syndicat d'agricultrices et d'agriculteurs. Il n'y avait pas la FNSEA. Non, donc, oui, mais il n'y a pas qu'un syndicat agricole. Donc le débat, il n'est pas entre les pro-agriculteurs et les anti-agriculteurs. Alors, on revient, si vous le voulez bien, à l'Assemblée nationale et on va parler du budget, le budget rectificatif qui est en débat actuellement à l'Assemblée. Est-ce que vous y reconnaissez de bonnes mesures dans ce texte qui est essentiellement un texte de nouveau coup de pouce au pouvoir d'achat, 2,5 milliards de mesures avec notamment un chèque énergie exceptionnel, la prolongation de mesures sur le prix à la pompe, des mesures de rallonge même pour les universités, etc. Personne ne va refuser de prolonger de 15 jours la ristourne sur le carburant, mais ça n'est pas à la hauteur de... Donc vous allez le voter si personne ne... Je sais pas, parce que quand vous examinez un texte, vous regardez qu'est-ce qui va dans la bonne direction, qu'est-ce qui va dans la mauvaise direction. Mais là, c'est essentiellement des mesures de pouvoir d'achat. Oui, mais vous regardez aussi ce qui n'est pas fait. Et que vous pensez... Oui, mais on se prononce sur des mesures qui vont vers plus de pouvoir d'achat pour les Français, non ? Admettez l'idée que dans un débat parlementaire, vous arrivez avec des amendements, des priorités politiques. Si ces amendements sont votés, pourquoi pas voter le texte à la fin ? Si ces amendements ne sont pas votés, peut-être que vous ne votez pas le texte à la fin. Mais dedans, il y a le chèque énergie. Qu'est-ce qu'ils diraient les électeurs LFI si vous ne voteriez pas le chèque énergie ? Moi, ce que je dis aux électeurs LFI, c'est que nous, on va se battre pour que dans ce texte de loi, il y ait des mesures plus ambitieuses. Le blocage des prix de l'énergie, c'est une mesure qu'on propose depuis maintenant des mois et des mois. Donc on aura des amendements sur le sujet. On va se battre pour faire en sorte qu'il y ait enfin cette taxe sur les super profits qui a été complètement écartée par l'utilisation du 49.3 dans le texte budgétaire. On n'a même pas pu en débattre. Donc peut-être vous allez redéposer un amendement. Bien sûr, là on aura l'opportunité, j'espère, d'en débattre. Donc avant de savoir ce qu'on va voter à la fin, admettez l'idée qu'il puisse y avoir un débat parlementaire. Parce que j'observe que maintenant, depuis plusieurs semaines, on nous dit 49.3, c'est parce que vous avez dit dès le début que vous allez voter contre le budget à la fin. Donc je dis rien. Et là, vous dites rien. On rien. aura le débat, ils n'utiliseront pas le 49.3 et puis on verra à la fin. Vous pensez qu'ils l'utiliseront pas ? Je sais pas. On verra. Malheureusement, c'est pas moi qui décide sur ce sujet. On en a déjà eu 4, c'est 4 de trop. Vous avez lancé une pétition contre la vie chère et la hausse des prix pour l'augmentation des salaires. Vous avez combien de signatures ? C'est pas nous qui avons lancé une pétition. Je pense que vous avez une petite erreur dans vos fiches. Mais ça vient pas de chez vous ? Non, mais c'est pas grave. Vous inquiétez pas. Je pense que c'est peut-être d'autres composantes de la NUP. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est un objectif qu'on partage. Nous, on avait lancé une pétition pour la taxe sur les super profits, dans laquelle il y a à peu près 150 000 personnes qui l'ont signée. Mais la revendication d'augmentation des salaires avec un SMIC à 1 600 €. Voilà, c'est une revendication qu'on partage. Vous savez qu'on aura notre niche parlementaire à la fin du mois de novembre. Et il y aura notamment, dans le cadre de cette niche parlementaire, une proposition de loi pour le SMIC à 1 600 €. Donc oui, c'est une revendication. Augmentation du SMIC, mais de tous les salaires également ? Alors, l'État, il peut pas décider d'augmenter tous les salaires. Il peut décider d'augmenter le SMIC, ça c'est sa décision. Et ensuite, il peut décider, c'est une proposition qu'on a formulée, de convoquer une conférence nationale avec les organisations syndicales, patronales. Bruno Le Maire vous a dit non ce matin dans le Parisien. Mais c'est pas parce que Bruno Le Maire a dit non que l'idée est pas bonne. Au contraire, souvent quand Bruno Le Maire dit non, c'est parce que l'idée est bonne. Donc nous, on continuera à se battre pour ça. Et enfin, on a mis sur la table une dernière proposition qui est de revenir sur l'indexation des salaires sur l'inflation. C'est-à-dire quand les prix augmentent, les salaires augmentent d'autant. Sauf que ça a été supprimé sous la gauche en 1983. Oui. C'était une idée de la gauche. Et moi, personnellement, je suis né en 1986. Alors, vous allez peut-être pas faire le reproche, mais je pense que, comprenez, c'est pas pour faire une réponse comme ça. C'est l'inflation, elle atteint des sommets. On est à, on sait pas, peut-être plus de 10% sur certains prix. Vous avez des salaires qui augmentent en moyenne entre 2 et 3%. Vous voyez bien que tout simplement, on n'est pas en capacité de vivre. Et le pouvoir a beau dire c'est des lois pour le pouvoir d'achat. En vérité, c'est des lois qui entérinent une baisse du pouvoir d'achat. Ce qu'on est en train de faire là, c'est d'entériner une baisse
baisse du pouvoir d'achat des Français. Moi, je ne me résous pas à cette situation. Donc, je propose des mesures plus ambitieuses pour qu'il n'y ait pas de baisse du pouvoir d'achat des Français. La proposition d'un dividende salarié, ça vous séduit ou pas? Non, mais Bruno Le Maire a toujours beaucoup d'imagination pour essayer de tout faire, sauf augmenter les salaires. Non, mais un meilleur partage des richesses dans l'entreprise, c'est une bonne idée quand même. Bien sûr, mais pour partager les richesses, le mieux, c'est d'augmenter les salaires. Voilà. Comment on partage les richesses? On fait en sorte que dans le chiffre d'affaires qui a été réalisé dans une entreprise, il y en ait davantage qui viennent à la rémunération de celles et ceux qui travaillent dans l'entreprise et moins qui va sur les actionnaires. Voilà. Comment on fait pour changer la répartition de la richesse dans une entreprise? Et pour ça, on augmente les salaires. Enfin, quel est le problème pour augmenter les salaires? Bruno Le Maire, il trouve toujours des solutions. Là, c'est le dividende salarié. La dernière fois, c'était la prime Macron. Quand on fait la prime Macron, d'abord, c'est au bon vouloir des employeurs. Et puis ensuite, ça baisse les cotisations à l'assurance chômage, à l'assurance maladie, etc., toutes les cotisations sociales. Puis après, on vient vous voir dans des projets de loi de finances comme celui-ci, et on vous dit, faut compenser. Donc c'est l'État qui va venir compenser. C'est absurde. Donc il faut augmenter les salaires. Voilà la mesure sur laquelle on se bat et on va continuer à se battre dans cette direction. Un mot sur cette procédure qui se multiplie depuis le début de l'examen du budget, bien sûr, le recours au 49.3. Est-ce que, somme toute, le gouvernement ne parvient pas à gouverner en utilisant le 49.3 et à faire passer ce qu'il veut? Il parvient à passer en force, oui, parce qu'il y a un article de la Constitution qui lui permet de passer en force et de rayer d'un trait de plume des heures et des heures de débat parlementaire. On a débattu sur la partie dépenses du projet de loi de finances, on a débattu des Outre-mer, on avait voté des dizaines et des dizaines d'amendements sur les Outre-mer, ils en ont gardé une petite dizaine. On avait débattu, j'en ai parlé tout à l'heure, de mesures qui étaient historiques pour la transition écologique. On n'avait jamais consacré des sommes de plusieurs milliards d'euros à la rénovation thermique du bâtiment. Allez, les gouvernements a décidé de les balayer. Donc, il parvient à passer en force, oui. Mais moi, je ne peux pas m'en satisfaire, ni du point de vue de ce qu'il y a dans les textes, ni du point de vue du respect du travail des parlementaires. Vous l'avez dit, vous avez annoncé directement que vous ne voteriez pas le budget. Est-ce qu'il ne serait pas temps de remettre en cause ce principe selon lequel les oppositions ne votent jamais le budget? C'est arrivé déjà, c'était pas si vieux. C'était en 1988. Michel Rocard était parvenu à négocier avec les oppositions pour avoir un budget. Est-ce que ça pourrait être une possibilité? Est-ce que ça ne serait pas mieux que ce à quoi vous êtes en train d'arriver? Oui, mais regardez, vous dites vous-même qu'est-ce qui s'est passé la fois où ça a été fait. Il avait réussi à négocier avec les oppositions un budget qui intégrait. Donc c'est la faute du gouvernement? Écoutez, on a eu les fameux dialogues de Bercy. Vous êtes capable de dire une mesure qui vient de la NUP, qui a été introduite dans le budget à la suite des dialogues de Bercy? Vous êtes capable de m'en citer une? Il n'y en a eu aucune. Je veux dire, toutes les portes ont été fermées. Donc, il y a eu l'adoption de quelques amendements socialistes, quelques amendements écologistes à l'issue du texte. Il n'y a pas eu... Non, au bon vouloir du gouvernement qui a choisi les amendements socialistes qui l'intéressaient et puis qui a écarté les amendements socialistes qui ne l'intéressaient pas. Il a même écarté les amendements du MoDem qui ne lui plaisaient pas, comme celui sur... Vous dites ça comme s'il y avait une majorité alternative dans cette Assemblée. Il n'y a pas de majorité alternative. Vous, avec les Républicains, avec le Rassemblement national, ça ne fait pas une majorité, ça? Non, mais par contre, il y a une majorité alternative dans le peuple. Quand je vous parle du SMIC à 1 600 €, regardez tous les sondages sur le sujet, c'est défendu par plus de 70% de la population. Le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune qu'on a proposé, que le gouvernement a refusé, en complicité d'ailleurs avec le Rassemblement national, c'est une mesure qui est soutenue par 70% des Français. La taxe sur les super profits qu'on propose, c'est une mesure qui est soutenue par 60 à 70% des Français. Donc la majorité alternative, bien évidemment qu'elle n'existe pas dans l'Assemblée. Mais vous savez, on n'est pas en Allemagne ou en Espagne où... Dans ces pays-là, quand vous déposez une motion de censure, vous devez montrer qu'il existe une majorité alternative à l'intérieur de l'Assemblée nationale. C'est pas le cas dans la Constitution en France. Donc, s'il y a une motion de censure, si le gouvernement est censuré, il voit s'il est capable de mettre une coalition stable, et si c'est pas le cas, il dissout et il y a de nouvelles élections. Est-ce que ça rime encore à quelque chose de multiplier comme vous le faites les motions de censure? On entend des interrogations, y compris du côté des parlementaires, qui disent ça vide aussi la motion de sa force, et puis l'opinion n'est plus du tout interpellée comme elle pouvait l'être la première fois. Là, on tombe dans une forme de routine. La routine, c'est la routine de l'utilisation des 49.3. C'est pas la routine de l'utilisation des motions de censure. Mais quel autre outil institutionnel nous disposons, de quel autre outil nous disposons pour pouvoir protester et réagir face à un passage en force qui est celui du 49.3. Sauf que l'image que vous montrez, c'est d'un parti toujours battu finalement, puisque ces motions de censure se répètent et ne sont jamais adoptées. Mais madame, avant de gagner, il faut perdre. C'est la vie. Vous gagnez, vous perdez, vous perdez. Vous savez, c'est une bataille. C'est un rapport de force, c'est une bataille d'usure. On verra qui est le premier qui craque. Moi, je suis en forme, ça va.
Est-ce que vous retenez quand Sur le même budget, quelques Tam. petites choses intéressantes sur ce budget, hein. Regardez, dans la vingtaine d'amendements qui ont été retenus, une augmentation de 10% des AESH, le rallongement de 10 millions d'euros pour l'Office national des forêts, bien sûr le bouclier tarifaire, les 11 000 postes de fonctionnaires en plus, tout ça. Génial. Non, mais écoutez, enfin, vous trouverez toujours 2-3 points, et c'est mieux qu'ils soient dedans que qu'ils soient pas dedans. Oui, mais d'accord, mais je sais pas, vous avez parlé des AESH. On n'a même pas pu débattre des propositions alternatives qu'on aurait pu formuler. On n'a même pas pu débattre de toute l'éducation, qui est quand même, il me semble, quelque chose d'assez important pour les Françaises et les Français. On n'a même pas pu en débattre. Les relations avec les collectivités locales, on n'a pas pu en parler. On n'a pas pu en débattre. Le 49.3 est arrivé avant. Vous pouvez faire la liste, effectivement, de ce qui a été retenu à la fin. Et puis moi, je peux vous faire la liste de ce qui a été balayé. Et puis je peux aussi vous faire la liste de ce dont on n'a même pas pu parler. Non, c'est pas vers moitié vide ou vers moitié plein. Entendez quand même. Je comprends vos questions, mais comprenez qu'un parlementaire, il peut pas se satisfaire de débattre pour rien, d'amuser la galerie pendant des heures et des heures pour qu'après le gouvernement dise bah ça c'était bien, je prends ça. Non, bah finalement. Mais le gouvernement, il a un peu coupé court au débat parce qu'il y avait des amendements qui étaient très coûteux. Vous parlez à plusieurs reprises de la rénovation énergétique, c'était 12 milliards. Il y avait le ferroviaire, 3 milliards. Donc et alors, on pense que c'est pas des priorités. Donc pour vous, c'est un puits sans fond, le budget de l'État. Mais non, c'est pas un puits sans fond. Mais écoutez, franchement, mais c'est bien que vous posiez cette question. Mais on parlait quoi de dépenses entre 10 et 15 milliards. Allez, tout bon. Dans le même temps, le gouvernement s'apprête à supprimer la cotisation sur la valeur ajoutée pour les entreprises. Il va perdre 8 milliards d'euros. Nous avons proposé de rétablir un impôt de solidarité sur la fortune renforcée. Ça permettrait de rapporter 10 milliards d'euros. Nous avons proposé une taxe sur les super profits. Ça permet de rapporter 20 milliards d'euros. Donc c'est pas vrai qu'une dépense de 10 à 15 milliards d'euros, on n'est pas capable de la financer. Mais une fois que le gouvernement est passé en force sur la partie recettes, qui nous a empêché d'ajouter des recettes supplémentaires, il nous dit il n'y a pas de recettes pour payer les dépenses supplémentaires. Mais c'est pas honnête de débattre comme ça. Alors, de l'argent pourrait venir de la réforme des retraites, Tam. Oui, alors que le budget de la sécurité sociale est examiné à partir d'aujourd'hui au Sénat avec cet amendement LR que l'on voit tous les ans, notamment pour reporter l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Vous y êtes toujours fermement opposé ? Totalement, oui. Et si le gouvernement s'engage sur cette voie ou confirme sa volonté de s'engager sur cette voie, il faut qu'il s'attende à une résistance qui va être une résistance extrêmement puissante. Quelle forme ça pourrait prendre ? Toutes les formes nécessaires. Dans la rue, d'abord. Dans les manifestations, aux côtés des organisations syndicales, mais aussi dans des initiatives qu'on pourrait prendre nous en tant que formation politique, à l'Assemblée nationale où on se battra pied à pied, amendement sur amendement, et il ne faut pas qu'ils s'attendent à ce que une régression sociale aussi majeure, à laquelle, puisque vous me parliez tout à l'heure de majorité alternative, à laquelle les Françaises et les Français sont très, très, très majoritairement hostiles. On parle d'à peu près 80% des Français qui sont contre un nouveau report de l'âge. Donc vous dites quoi ? Vous dites renoncer financier ? Moi, je leur ai dit renoncer, bien évidemment. Je leur ai dit rentrez pas dans cette voie. Quant à l'argument financier, vous savez très bien qu'aujourd'hui, il y a un rapport du Conseil d'orientation sur les retraites qui a été publié. La caisse des retraites cette année, elle est excédentaire. Elle est excédentaire cette année. Donc il y a aucune. Mais elle est déficitaire dès 2023. Elle va sans doute être un peu déficitaire. Ça descend et puis ça remonte. Mais dans combien d'années ? Parce qu'il y a des conflits et parce qu'il y a des générations. Mais ok, mais le rapport du corps, et il s'appuie sur des hypothèses, notamment en matière d'emploi. Si vous augmentez les salaires, vous augmentez les cotisations sociales. Si vous augmentez le nombre de personnes qui ont un emploi, vous augmentez les cotisations sociales. Vous êtes tout à fait en capacité de financer un système de retraite sans avoir besoin de reporter l'âge de départ à la retraite, qui est une mesure profondément injuste, profondément violente, profondément inégalitaire. Les plus pauvres sont ceux qui meurent les premiers, donc c'est ceux qui seront les plus fortement impactés. C'est une mesure qu'on ne peut pas défendre et qu'on combattra pied à pied. Tam, vous voulez revenir aussi sur l'affaire Grégoire de Fournas, de ce député RN qui a été condamné. Voilà, qui a écopé de la sanction la plus grave pour ses propos racistes au règlement de l'Assemblée. Il a été élu membre du bureau national du Rassemblement national et il a dû en démissionner. Votre réaction ? Ce que j'observe, c'est que d'un côté, il y a un discours officiel qui est non, il a rien fait de mal, qui est le discours du Rassemblement national, qui dit non, il a rien fait de mal, il y a eu une manipulation, il a été mal compris, etc. Et puis de l'autre côté, monsieur supprime ses tweets qui datent depuis plusieurs mois, où il y avait toute une palanquée, excusez-moi du terme, de propos tout aussi condamnables les uns des autres et pour certains tout aussi racistes les uns que les autres. Et puis dans le même temps, on lui dit non, par contre, démissionne de ton poste au Conseil national du Rassemblement.
Donc il faut savoir. Il y a un double discours, vous dites, du Rassemblement national. Soit il a rien fait de problématique, et dans ce cas-là, je vois pas pourquoi ils le font démissionner de leur instance nationale, soit il a fait quelque chose de problématique. Je pense qu'il a fait quelque chose d'extrêmement problématique. Et je trouve que la manière avec laquelle l'ensemble du Rassemblement national a défendu sa position, l'a couverte, l'a justifiée, a essayé de la nuancer. Est-ce que vous n'êtes pas, vous, un peu engouffré dans la brèche aussi en vous disant on peut redevenir les premiers opposants, finalement, à la majorité alternative? Mon collègue Carlos Martins Bilongo n'a pas appelé M. De Fournas pour lui dire tu vas me lancer ça pendant que je suis en train de poser ma question. Donc on va pas commencer à expliquer que la personne qui a été victime de propos racistes en est quand même un petit peu coupable ou qu'il les aurait utilisés. Non, c'était des propos qui étaient inqualifiables. Et la manière avec laquelle le Rassemblement national, mais aussi un certain nombre d'observatrices et d'observateurs ont essayé de nuancer la réalité de ce qui a été dit, m'a tout aussi choqué que les propos. Quelle que soit la manière et la formule qu'il a utilisée, c'était des propos racistes qui n'avaient pas leur place. Vous demandez maintenant le départ des deux vice-présidents RN, enfin qu'ils ne président plus les séances. Vous avez fait une demande officielle? Comment ça va se passer? J'ai posé la question. Je pose quand même cette question. Si les vice-présidents issus du Rassemblement national avaient dit ces propos ne sont pas acceptables dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, j'aurais dit bon, ils ont pris leur distance. Je dis juste, ils défendent ces propos. Ça veut dire qu'ils considèrent que ces propos peuvent être tenus dans le cadre de l'Assemblée nationale. Et en même temps, ils vont vice-présider des séances. Pourquoi vous ne faites pas une demande officielle? Parce que j'en ai pas parce que pour être tout à fait honnête, je n'en ai pas la possibilité, puisque soit il y a des missions, soit c'est un renouvellement chaque année. Donc on verra l'année prochaine au moment du renouvellement. Juste à ce moment-là, Philippe Ollivier, le conseiller de Marine Le Pen, vous a traité de clochard puisque vous avez demandé ça. Qu'est-ce que... Je sais pas, bon, moi qu'est-ce que vous lui répondez? Bah écoutez, moi j'essaye d'être dans le débat politique. J'observe que c'était intéressant la fin de semaine dernière, c'est-à-dire que le Rassemblement national a démontré en vérité son vrai visage, bien loin du processus de dédiabolisation qu'il prétendait avoir engagé. Donc son vrai visage, c'est le racisme, on l'a vu dans l'Assemblée. Son vrai visage, c'est le mépris social. Vous savez, clochard, c'est il y a des personnes malheureusement dans ce pays qui sont des sans-abri. J'en fais pas partie, bien évidemment, et je suis pas certain que les utiliser comme une insulte, ça soit à beaucoup les respecter. Merci Dame Tranuy d'avoir été avec nous. On va faire un petit détour à présent par la rédaction du Figaro Live où se trouve Vincent Roux. Vincent, vous allez nous dire ce qui intéresse les électeurs. Et je crois que c'est la fin du veto des maires pour l'installation des éoliennes. Alors, je ne sais pas si ça intéresse les électeurs, mais ça intéresse les lecteurs. Le Sénat, bonsoir Brigitte et bonsoir Manuel Bompard. Bonsoir. Le Sénat a renoncé à laisser un droit de veto aux maires qui s'opposent à l'installation d'éoliennes. Vous savez, c'est dans la discussion d'une loi qui va venir à l'Assemblée, une loi pour accélérer le solaire et l'éolien. Est-ce que vous approuvez cette mesure d'avoir abandonné le veto aux maires, ou est-ce que vous êtes contre, et est-ce que quand la discussion reviendra de votre côté, vous rétablirez cette mesure? Écoutez, c'est un peu technique, mais de ce que j'ai compris des débats qui ont eu lieu au Sénat, il y avait une proposition initialement issue des Républicains pour que les maires aient un droit de veto, et il y a eu un dispositif alternatif qui a été proposé par le gouvernement qui donne pas de droit de veto, mais qui consulte les maires et qui leur propose d'être plutôt dans une démarche de planification en amont, en des zones de leur territoire sur lesquelles on peut développer des énergies renouvelables. On va analyser en détail les deux dispositifs. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que je pense qu'on a besoin d'aller beaucoup plus loin en matière de développement des énergies renouvelables, et que de mon point de vue, le texte de loi tel qu'il est proposé aujourd'hui par le gouvernement est très largement insuffisant. Je rappelais tout à l'heure. Aujourd'hui, tel qu'il est, vous le votez pas? Parce que les socialistes, les écologistes et le PC s'est abstenu, mais les autres l'ont voté. Moi, je dis pas que je le vote pas. Il y a rien dans ce texte à ce stade qui me paraît extrêmement problématique, mais c'est un manque d'ambition, total. Je rappelle encore une fois que la France est à la traîne, l'un des derniers pays en Europe du point de vue de ses objectifs de développement des énergies renouvelables. Donc je réponds un peu plus largement que votre question. Moi, sur le veto, je pense qu'on a besoin de développer. Donc il faut pas, mais il faut que ça se fasse bien avant. Il faut mettre plus d'éoliennes encore. Pardon? Il faut mettre plus d'éoliennes encore. Mais ça dépend où, ça dépend comment, mais on peut être un peu intelligent. Mais les énergies renouvelables, c'est pas que des éoliennes. Ça peut être aussi des éoliennes en mer, ça peut être aussi des panneaux solaires, ça peut être aussi des développements d'énergie marine renouvelable. Bon, il y a plein de choses qu'on peut faire, que pas seulement des éoliennes, parce que tout de suite, on a l'image des belles éoliennes dans nos beaux paysages. Je pense qu'il faut qu'on fasse un petit peu attention à ce qu'on fait, mais il faut aller plus loin en matière de développement des énergies renouvelables. Merci Vincent pour cette question. On vous retrouvera un petit peu plus tard dans cette émission. C'est Yves Tréhard qui nous a rejoint
sur ce plateau. On reste au Figaro. Vous êtes directeur adjoint de la rédaction du Figaro, éditorialiste. Bonsoir Brigitte, bonsoir Manuel Bompard. Alors, Mathilde Panot, qui dirige et qui préside le groupe, votre groupe de la France Insoumise à l'Assemblée nationale, dit on n'a pas tous à la NUPES la même tactique de combat. Parce que vous avez des alliés qui disent nous, on ne veut pas voter des motions de censure à tire-larigot comme vous faites. Est-ce que ça peut tenir, ça ? Je crois que chacun a dit c'est un désaccord tactique. Et à la fin, sur le texte en dernière lecture, sur les deux textes en dernière lecture, le budget et le budget de la sécurité sociale, on déposera tous ensemble une nouvelle motion de censure. Donc je pense pas que le désaccord tactique soit un désaccord auquel il faut donner plus d'importance que cela. Par exemple, sur une réforme des retraites, oui. Vous allez voir où je veux en venir. Est-ce que vous accepteriez des voix aujourd'hui du Rassemblement national si le président de la République et sa première ministre sortaient le 49.3. Vous voulez dire quoi, sur une motion de censure? Oui. Mais précisément, Yves Tréhard, ce qu'il faut comprendre dans ce débat, qui je ne sais pas pourquoi a existé depuis 15 jours, c'est que moi, je n'ai pas le pouvoir ni d'accepter ni de ne pas accepter telle ou telle voix. Je ne tiens pas la main des députés du Rassemblement national quand ils vont voter sur une motion de censure. Monsieur Boris Vallaud, pour le Parti socialiste, a dit ici même, il y a quelques semaines, moi, je ne veux pas de voix du Rassemblement national. Il peut dire ce qu'il veut, mais même s'il dit ça, ça n'empêche pas, si les députés du Rassemblement national ont envie de la voter, de voter cette motion de censure. Pour faire tomber le gouvernement, vous acceptez ces voix. Oui. Mais moi, quand je dépose une motion de censure, je fais pas du cinéma, je fais pas de la comédie. C'est pour faire tomber le gouvernement. Bien évidemment, sinon je dépose pas de motion de censure, ça sert à ça. Donc après, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez avoir des députés qui ont des orientations politiques tout à fait différentes, même qui sont des ennemis, des adversaires très importants, qui votent une même motion de censure. Ça veut pas dire qu'ils s'apprêtent à gouverner ensemble, contrairement à ce qu'a raconté le président de la République. Vous regrettez donc que les Républicains ne votent pas les motions de censure? Ah bah oui. Parce qu'à ce moment-là, le gouvernement tomberait. Les Républicains, si vous voulez, ils sont dans une forme d'ambiguïté dont il faut qu'ils sortent. On est dans une situation politique instable. Il y a une minorité présidentielle. C'est instable. Si c'est instable, il faut retrouver de la stabilité. La stabilité, c'est soit la coalition, soit la dissolution. Alors, s'il y a une dissolution, précisément, puisque le mot est évoqué un peu partout, est-ce que vous êtes prêt pour retourner justement devant les Français et pour aller devant les urnes? Mais oui, mais nous, on est en campagne électorale permanente. Donc, on avait des candidats, ils sont toujours en action, on mène des campagnes, on parlait tout à l'heure de la taxe sur les super profits, on est présent sur le terrain. Vous n'êtes pas un peu affaibli depuis cette rentrée parlementaire? Vous n'avez pas le sentiment justement, oui, qu'avec les études d'opinion, on le voit, ceux qui seraient gagnants en cas de réélection, non, ça serait pas vous, hein? Mais on voit pas ça. Le sondage IFOP vous donne moins 1,3%. Oui. Moins 1,3%. Oui. Ils sont très forts. En termes de voix, mais ça veut pas dire qu'en termes de sièges, vous soyez très gagnant. La discussion à laquelle on va assister va être très intéressante. Le sondage IFOP dont vous parlez aux élections présidentielles, le vendredi avant la date du premier tour de l'élection présidentielle, disait que Jean-Luc Mélenchon allait faire, j'ai regardé avant de venir, 17,5%. Ouais. Jean-Luc Mélenchon a fait 22%. Ouais. Donc vous pouvez me dire que 1,3%, c'est une variation que le sondage IFOP est en capacité de mesurer, mais étant donné qu'il s'est trompé d'à peu près 5 points la dernière fois, je me permets de dire que cette évolution, à mon avis, est nuancée. Vous êtes prêt? Et pour le reste, le sondage IFOP, si vous comparez aux autres sondages IFOP au même moment pendant la campagne législative, en gros, je vous conseille, est-ce que vous êtes prêt, donne à peu près un statu quo pour les différentes formations politiques. Est-ce que vous êtes prêt? Mais on est prêt à mener une campagne, bien évidemment. Et vous feriez une campagne sur quoi, d'ailleurs? On ferait une campagne sur avoir une majorité alternative. Avec Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre? Avec quoi les sujets dont j'ai parlé tout à l'heure, l'augmentation des salaires, le SMIC, la transition écologique, la nécessité de faire en sorte qu'on bloque les prix sur les produits de première nécessité, le fait qu'on s'engage sur le chemin d'une 6e République pour en sortir de ce système politique qu'on voit. C'est Jean-Luc Mais non, mais attendez, mon objectif, je termine juste là-dessus, notre objectif, c'est de gouverner ce pays. Pour gouverner ce pays, sauf erreur de ma part, il faut que ça passe par les élections. Donc vous n'êtes pas, comme tous ceux qui vous en font le procès, vous n'êtes pas dans l'agite-propre, simplement, vous voulez gouverner ce pays. Mais bien évidemment. Qui est le chef chez vous? À la France Insoumise. Oui. Mais il n'y a pas de chef, mais notre candidat, notre porte-parole, ça a été le candidat à l'élection présidentielle. Vous parlez au passé. Notre chef de file aux élections législatives, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et si demain... Et pourquoi il n'est pas à l'Assemblée nationale? Ce serait lui qui mènerait la bataille, s'il y a des législatives, ce serait qui alors? Il y a une élection législative, je vois... Qui est-ce qui dirige? C'est Jean-Luc Mélenchon? Bien évidemment que Jean-Luc Mélenchon, il est là, et je pense qu'il reprendrait sa position, j'ai envie de dire, de porte-parole commun de la France Insoumise, et j'espère de la NUPES. Bon, Sauf qu'il y en a
qui contestent indirectement peut-être ce leadership. On pense à M. François Ruffin, qui est sur une autre longueur d'onde. On pense à Clémentine Autain, qui est sur une autre longueur d'onde, qui sont d'ailleurs l'un et l'autre, et surtout M. Ruffin, sur des discours plus sociaux que vous. Non, alors bon, d'abord, je sais pas, enfin là, vous spéculez, excusez-moi. Je ne spécule pas, j'observe. Je suis désolé de vous le dire, vous spéculez. Moi, j'ai discuté, je veux pas dévoiler avec Clémentine Autain. Dévoilez-nous. Je vais dévoiler avec Clémentine Autain la semaine dernière. Ouais. Je pense pouvoir dire, et Clémentine me corrigera si c'est pas le cas, que s'il devait y avoir une dissolution demain, je pense pas qu'elle proposerait de mener notre campagne législative à la place de Jean-Luc Mélenchon. Donc ça, c'est une. Ça vous déplairait. Ça, vous la suiviez pas si jamais. Mais c'est pas que je sais pas. Ce week-end, elle a dit j'assume d'avoir de l'ambition. En 2027, je serai partie prenante pour gagner. Mais attendez, mais cherchez pas à mettre des problèmes entre nous. Il y en aura pas. Mais j'ai bien compris que c'est votre objectif. Ça existe. Laissez-moi terminer. Ça me dérange pas du tout qu'elle ait de l'ambition, et j'espère qu'il y a plein de gens qui vont avoir de l'ambition, parce que l'ambition, ça nous fait avancer tous ensemble. Et vous en avez? Bien sûr, de l'ambition. Il a de l'ambition, Yves, il a de l'ambition. On a de l'ambition collective, on a envie de gagner, on a envie de gouverner ce pays, pas pour nous, pour changer la vie des gens qui souffrent beaucoup. Mais 2027, une petite musique qui est un peu différente chez Mme Autain, qui dit en gros, place aux jeunes. Schématiquement. Mais attendez, Jean-Luc Mélenchon est sans doute le dirigeant politique qui a fait émerger ces dernières années le plus de jeunes. Donc c'est pas incompatible de dire Jean-Luc Mélenchon va avoir une place centrale et en même temps place aux jeunes. Moi je suis d'accord avec les deux. Maintenant vous m'avez interrogé sur le discours soi-disant plus social de certains au détriment des nôtres. Je ne crois pas du tout. Du travail notamment et de l'emploi. Mais ça c'est encore Sauf que Jean-Luc Mélenchon il a dit ce sera pas moi en 2027. Oui, mais là on parle d'une éventuelle dissolution qui a lieu dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Si c'est 2027, on a le temps de se préparer pour 2027. Mais pour 2027, vous pourriez être candidat? Mais je propose qu'on lance pas la campagne présidentielle de 2027 en 2022. Vous souhaitez que ça soit Jean-Luc Mélenchon qui soit là en 2027? Mais j'en sais rien, moi, en 2027, il y a tellement d'eau qui va couler sous les ponts. Moi, je veux pas répondre à votre question, mais là, vous me demandez de spéculer. Comment vous avez interprété une formule qui a fait beaucoup de bruit d'ailleurs à l'époque, de Jean-Luc Mélenchon il y a 5 ans. Dans une interview au magazine Le 1, il a qualifié le mouvement de la France Insoumise de mouvement gazeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que beaucoup de gens ont parlé, notamment à gauche ces dernières années, de dépassement de la forme parti. On disait les partis politiques sont trop traditionnels, ils correspondent pas aux enjeux d'aujourd'hui. Et ben nous, avec la France Insoumise, on a essayé, on expérimente, on tente autre chose. Donc on essaye de construire quelque chose qui s'appelle un mouvement et qui a une forme différente de la forme traditionnelle des partis politiques, avec leur section, leur fédération, leur bureau national et leur conseil national. Je dis pas qu'on a tout parfaitement réussi, mais on expérimente, on tente. Donc on a une forme d'organisation qui est beaucoup plus souple, dans lequel les gens font un peu ce qu'ils veulent, dans lequel il y a moins de pyramides hiérarchiques. Mais vous n'allez pas changer ça, parce que Clémentine Autain, elle vous a dit justement que c'était trop gazeux. Vous n'allez pas changer ça? Mais on va pas le changer, on va le faire évoluer, parce que comme toute expérimentation, il y a des choses très bien, on les garde, et puis il y a des choses moins bien, on essaye de faire autre chose pour améliorer les points négatifs et garder les points positifs. Enfin, honnêtement, je vous invite quand même à regarder que ce qu'on est en train de faire avec la France Insoumise, c'est une expérimentation quasiment inédite au monde. Il y a des élections politiques différents. Il y a des élections européennes qui arrivent dans 2 ans, un peu moins même. Est-ce que vous appelez vos alliés de la NUPES à faire cause commune avec vous? Moi j'ai dit ça dès le mois de juillet, donc je n'ai pas changé d'avis sur ce sujet. Moi je suis favorable à ce que la NUPES se poursuive, que la NUPES s'approfondisse et donc que la NUPES fasse en sorte de se présenter sur des listes communes aux prochaines échéances électorales. Et je suis aussi favorable à ce que la NUPES ne soit pas qu'un mouvement électoral et donc qu'il mène aussi des batailles et des campagnes dans la société en commun. Est-ce que vous avez conscience que vous autres, à la France Insoumise, vous avez beaucoup de reproches à formuler vis-à-vis de l'Europe et que d'autres, à l'intérieur du Parti Socialiste notamment, sont des pro-européens convaincus. Mais comment vous pouvez faire campagne ensemble? Vous savez, moi j'étais député européen avant d'être député national. Moi ce que j'ai observé, c'est que sur beaucoup de points, au Parlement européen, à mon avis, c'est 90 à 95%, on vote la même chose. On vote la même chose quand il s'agit de dire qu'on veut rénover la politique agricole commune parce qu'elle ne va pas dans la bonne direction. On vote la même chose quand on dit qu'il faut mettre un terme à un certain nombre d'accords de libre-échange. Donc sur les grandes priorités politiques... Comment vous allez convaincre les écologistes qui ne sont pas d'accord aujourd'hui? J'essaye de les convaincre. D'abord, ils ont leurs échéances internes, je ne veux pas les perturber, ils vont en discuter, j'imagine, ensemble. Et puis après, moi, je vais les convaincre en leur disant l'objectif des élections européennes, si elles ont effectivement lieu dans 2 ans, c'est de savoir qui de l'extrême droite, du macronisme ou de la NUPES arrive en tête de l'élection. C'est ça l'objectif. Et si on veut arriver en tête de cette élection, c'est plus facile si on est tous regroupés. D'accord.
Merci Yves de nous avoir accompagnés pendant cette émission. Je voudrais juste revenir sur, vous avez dit on est prêt si il faut, s'il y a une dissolution et si on doit repartir. Est-ce que vous réinvestirez tous les candidats qui ont été investis? Globalement, à part peut-être une ou deux exceptions parce que la personne ne voudrait plus être candidate, mais honnêtement, si la dissolution elle a lieu demain ou dans 10 jours, vous savez, les délais après ils sont extrêmement courts. On ne va pas se réengager dans un long processus d'investiture. Est-ce que Adrien Quatennens, vous le réinvestirez si il y a une élection? On verra quand est la dissolution et puis on verra quelle suite. On verra, vous dites, c'est pas sûr et certain. Mais enfin, je veux dire, Adrien Quatennens, pour l'instant, il est en retrait de sa fonction de coordination au sein de notre mouvement. Mais il n'était pas présent à l'Assemblée nationale ces dernières semaines. Donc. Comment va-t-il? Il est en arrêt maladie. Est-ce que son arrêt a été prolongé? On en est où? Quand il doit revenir? C'est à lui qu'il faudra poser la question. Moi, j'ai pas à m'exprimer à sa place sur ce sujet. Et puis on verra quand il sera en mesure de revenir. Et puis on verra. Vous n'avez pas de date de retour? Ça fait plusieurs semaines qu'il est absent. C'est à lui qu'il faut poser la question. Encore une fois, c'est pas à moi de le dire à sa place. Alors, nous allons à présent accueillir Violette Spilbou qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir, vous êtes députée Renaissance du Nord et vous êtes porte-parole du groupe Renaissance à l'Assemblée et vous avez des questions à poser à Manuel Bompard. Oui, bonsoir. Monsieur Bompard. Je vous ai écouté un petit peu là dans la loge. En attendant, on n'a pas beaucoup parlé de ce qui va arriver devant nous. On a parlé un petit peu des énergies renouvelables. On pourra peut-être y revenir puisque vous avez fait une large part à la COP27. Mais je souhaiterais qu'on commence par la loi qui va bientôt nous être soumise après avoir été votée au Sénat, celle sur la LOPMI, c'est-à-dire les lois la loi qui va permettre d'attribuer des moyens supplémentaires pour la sécurité dans notre pays. On est 2 ans avant les Jeux Olympiques. On sait qu'on a un défi très important de protection de l'ensemble des sites des Jeux et de protection aussi contre le terrorisme. On sait aussi que la France insoumise au sein de la NUPS a pris souvent des positions extrêmement tranchées sur la police, sur les policiers. Je reprendrai la phrase de certains de vos collègues, la police tue. On sait que tout le monde n'est pas aligné chez vous sur ces sujets-là et donc comme cette loi elle vient d'être adoptée au Sénat avec certains amendements importants, eh bien, je voulais savoir si vous avez déjà discuté de ça au sein de votre groupe, de la NUPS, et si vous voterez cette loi LOPMI dans ce que vous en connaissez aujourd'hui. Écoutez, moi, dans ce que j'en connais aujourd'hui, cette loi ne règle aucune des questions qui nous sont posées aujourd'hui, mais sur lesquelles je pense que c'est important qu'on puisse débattre au-delà des caricatures. La France insoumise n'a jamais été, n'est pas et ne sera pas un mouvement anti-flic ou anti-police. Pas du tout. Par contre, la France insoumise assume dans son programme l'idée qu'en matière de sécurité, bien évidemment qu'il faut des moyens supplémentaires, mais qu'il doit y avoir aussi un débat, une discussion et des modifications dans la doctrine utilisée par nos policiers aujourd'hui, dans la manière avec laquelle on utilise ces moyens, où on les déploie. Je vous donne un exemple. Et il a engagé une réforme de la police judiciaire. Précisément, moi je considère que si on doit aujourd'hui donner des moyens prioritaires, c'est davantage dans la police judiciaire pour essayer de faire un travail d'enquête, pour remonter des filières. Moi, je suis élu d'une circonscription à Marseille où il y a des gens qui ont leur vie qui est tout simplement pourri par la drogue, le trafic d'armes. Comment on fait en sorte de lutter contre ça? Et aujourd'hui, je considère qu'on a une politique en matière de sécurité. Et cette loi, elle ne répond pas justement à ça? Je ne crois pas du tout. Beaucoup plus de policiers sur le terrain, oui, mais justement, multipliés par 2. Je trouve, après je vous laisse répondre, je trouve que, et c'est la critique que je fais à M. Darmanin notamment, mais c'est pas le seul, il a été dans la continuité des autres, on est beaucoup dans une politique d'affichage, de chiffres, et assez peu, de mon point de vue, dans une politique de résultats, de démantèlement des réseaux. Vous pouvez aller chercher le petit dealer au bout de la chaîne, mais il y en a un autre qui va venir le remplacer. Par contre, si vous arrivez à remonter le réseau et à couper le fil en haut, là, il n'y a personne qui va le remplacer. Oui, là, on est d'accord là-dessus sur le résultat à obtenir. Après, sur les moyens de le faire et la façon d'y arriver, c'est là-dessus que cette loi va aller encore plus loin que ce qui a été fait sur les derniers mois, sur les dernières années. Moi, ce matin, j'étais avec Gérald Darmanin dans une zone rurale, dans l'Avesnois, où on installait la concertation avec les maires pour savoir où est-ce qu'on va localiser les 200 nouvelles brigades de gendarmes qui vont arriver sur ces territoires ruraux. Donc quand vous dites qu'il faut démanteler les réseaux dans les grandes villes, etc., on reviendra peut-être à la sécurité dans les grandes villes, mais en tout cas, je pense qu'on ne peut pas dire que des moyens en hommes et en femmes supplémentaires sur le terrain ne soient pas une partie de la réponse au sujet de la sécurité. Vous êtes d'accord?
Vous êtes d'accord? On peut être d'accord sur certains sujets, on n'est pas là pour se battre, on est là pour discuter de sécurité. Donc, je suis d'accord avec votre phrase, c'est une partie de la réponse. Voilà, c'est une partie de la réponse. À dire que c'était sans doute pas la seule. Une deuxième partie qui est évoquée dans cette loi LOPMI et qui a déjà été fortement entamée dans les années précédentes, au précédent quinquennat sous Emmanuel Macron, c'est le déploiement avec l'aide de financement de l'État dans les grandes villes, par exemple, de la vidéoprotection, des caméras piétons avec un certain nombre d'expérimentations. On sait qu'une grande partie des élus de la NUPS, et moi j'habite et je suis élue dans une ville lilloise avec une maire socialiste, a longtemps été opposée théoriquement, dogmatiquement, vous parliez tout à l'heure de dogme à la vidéoprotection, ça évolue un petit peu, mais on voit que dans toutes ces grandes villes, en fait, on a de mauvais résultats de sécurité, que ce soit à Marseille, à Nantes, à Grenoble ou à Lille, parce que on a un État qui renforce ses moyens, vidéoprotection, budget, hommes sur le terrain, et on a des villes qui ne travaillent pas en collaboration, qui ne déploient pas la vidéoprotection pour des raisons dogmatiques. Donc là-dessus, moi aussi, j'ai envie de vous entendre, parce que je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus laisser tout ça au hasard. On parle du continuum de sécurité, mais il faut qu'il soit effectif. Et quand on voit Nantes qui s'enlise dans l'insécurité avec une maire qui essaye de se débattre sur ces sujets-là et qui n'y arrive pas parce qu'elle ne met pas en place de vidéoprotection, j'ai envie de vous entendre. Madame, j'ai envie de vous dire que d'abord, s'il y avait un corollaire exact ou un rapport exact entre le développement de la vidéoprotection et la baisse de l'insécurité dans les villes, je veux bien que vous m'en fassiez la démonstration et que vous me montriez les études qui ont établi ce rapport entre les deux. De mon point de vue, ils n'existent pas. Deuxièmement, je pense que ne qualifiez pas de dogmatique une opposition qui peut être une opposition politique. Elle n'est pas dogmatique. Je considère personnellement que des êtres humains sur le terrain seront toujours plus efficaces qu'une caméra pour arrêter des personnes qui sont en train de violer à la loi. On vous parle des deux ensemble, d'hommes derrière les caméras. J'ai compris, madame, mais vous êtes d'accord que quand vous investissez dans des caméras, c'est un investissement financier. Cet investissement financier, c'est un investissement qui n'est pas utilisé. Complémentaire et numérique. Mais vous dites c'est inutile? La vidéosurveillance, la vidéoprotection, je dis que le brandir comme le mythe qui va résoudre tous les problèmes de sécurité me paraît être une erreur. Oui, c'est pas ce que j'ai dit. Et je suis plutôt favorable, madame, au développement d'une police de proximité, au rétablissement d'une police de proximité, à de la présence humaine dans la rue, à de la présence humaine dans les quartiers, au fait qu'on fasse en sorte de rétablir, et ça fait le lien avec ce que vous disiez tout à l'heure en introduction, le rapport entre les Français et leur police, parce que vous dites, excusez-moi, de manière caricaturale, même si là vous l'avez fait de manière, je trouve, plus respectueuse que ce que j'ai pu entendre parfois, pas de votre part, mais de vos collègues dans l'hémicycle. Vous dites, la France insoumise, vous avez dit la police tue. Moi, je me permets de dire, je pense que c'est un débat qu'on peut avoir, que la multiplication des décès suite à des refus d'obtempérer, puisque c'était ça le contexte de cette phrase, m'interroge. Alors bien évidemment, il ne faut pas refuser d'obtempérer, ça c'est une évidence. Mais la police tue, vous en seriez passé? Il fallait peut-être pas le dire. Je suis en train de vous dire, parlons du fond, revenons pas sur la formule. La multiplication cette année des décès suite à un refus d'obtempérer me pose une question. Alors oui, il ne faut pas refuser d'obtempérer, mais quand on refuse d'obtempérer, dans le code pénal, il n'est pas marqué la mort comme sanction. D'accord? Donc je trouve que ça, c'est un débat qu'on pourrait avoir. Si le policier est en danger, c'est de la légitime défense aussi, ça peut être de la légitime défense. Oui, ça peut être de la légitime défense. Et puis parfois, après, il y a des vidéos qui apparaissent où on se rend compte que c'est pas tout à fait de la légitime défense. Alors moi, je fais toujours attention aux vidéos et à la façon dont tout ça est utilisé sur les réseaux sociaux, c'est un autre sujet. Et si on d'avoir un débat, t'es passionné sur ce sujet. Après le sujet du refus d'obtempérer, d'ailleurs, c'est un des sujets sur lequel le Sénat a été plus dur, dans des amendements qui ont été déposés dans la loi avec des amendes beaucoup plus fortes encore que ce qu'elles n'existent sur les refus d'obtempérer. Moi, je pense aussi qu'il faut être pragmatique. Moi, je suis allée il n'y a pas très longtemps, au mois de septembre, à Marcq-en-Barœul, dans ma circonscription, au commissariat de Marcq-en-Barœul. C'était la première fois que j'y allais, parce qu'il y a eu 2 jeunes policiers blessés suite à un refus d'obtempérer assez violent. En fait, c'était bien heureusement une opération qui était programmée de contrôle au sein d'un quartier. Et donc, bien heureusement, parce qu'ils n'étaient pas, ceux qui faisaient le contrôle de ce véhicule n'étaient pas seuls. Il y avait une autre brigade par loin et ils ont pu être sauvés. Mais on a eu tout simplement un contrôle routier et la voiture a foncé sur ces 2 jeunes policiers, une trentaine d'années, extrêmement choqués parce que, en fait, ils n'ont même pas eu le temps de discuter. Il y a eu un acte violent et ils ont été sauvés parce que cette brigade est intervenue pour eux. Donc moi, je pense qu'à un moment, le refus d'obtempérer, c'est quand même quelque chose qui se multiplie aussi. Vous parlez des décès, mais vous parlez pas des actes violents qui se multiplient. Et je pense qu'à un moment, il faut aussi écouter les policiers. Sur ces sujets-là, on sait bien que la plupart du temps, la
majorité du temps, ce sont eux qui sont visés dans ce moment de confrontation avec des personnes qui contrôlent et qu'ils ne sont pas là pour vous réagir au-delà de ce qu'ils devraient. Ils font comme ils le peuvent, comme ils ont été formés avec l'ensemble des protections juridiques qu'on leur demande pour à ces moments de violence difficiles. Mais il faut essayer de les écouter sur la vidéoprotection. Vous me parlez de ça. Moi, je dis, c'est pas... Vous dites la police, elle doit être armée aussi. En fait, on va dans un commissariat, on discute avec tous les policiers. Je veux dire, il n'y en a pas un qui va vous dire que c'est pas utile, la vidéoprotection. C'est utile pour eux parce que ça fait fuir les délinquants. Ça permet aussi de verbaliser plein d'infractions. Mais ça permet aussi, pour toute l'enquête judiciaire dont vous parliez tout à l'heure, d'aller beaucoup plus vite avec des preuves. Donc ça, c'est des choses simples, c'est du bon sens. Je ne vois pas comment aujourd'hui on peut s'opposer à ça. Si vous voulez, on revient sur la question de la vidéoprotection, mais vous savez aussi qu'elle pose un certain nombre de questions en matière de respect des libertés fondamentales. Le fait de savoir si dans la rue, quand vous vous baladez, vous avez toujours envie d'être filmé. Alors souvent, quand je dis ça, on m'oppose « Ah oui, mais si vous avez rien à reprocher, ça vous pose pas de problème d'être filmé ?» Si, parfois, la question de l'utilisation des données, Mais vous savez qu'il y a une commission paritaire dans toutes les villes qui utilisent ça, je crois que... Mais travaillant des solutions, moi je suis pas opposé par principe à tout dispositif. Je dis juste attention à cette idée que finalement ça va être la solution parfaite. Donc peut-être finalement elle va vous plaire cette loi sur les moyens de la police parce qu'il y a un gros volet sur les caméras piétons, sur les vidéoplaintes. Vous n'avez pas été convaincu visiblement, pas encore. Mais c'est pas grave, on va passer à un autre thème. C'est intéressant. Après on passe à un autre thème. C'est intéressant le débat qu'on a. Mais moi j'aspire, madame, je vous le dis franchement, à qu'on puisse avoir sur ces sujets un débat comme celui qu'on a en ce moment. C'est un débat apaisé en tout cas. Un débat des caricatures. Je crois que vous l'avez pas tout à fait convaincu encore. Mais on va passer. 15 milliards d'euros, c'est 8500 personnels. C'est aussi un nouveau métier. Moi je trouve que c'est très important. On en a parlé longtemps ce matin avec les policiers. C'est les sortes de greffiers de la police, c'est-à-dire que sur les 8500 personnels, on va avoir environ 2000 gendarmes, on va avoir beaucoup de policiers et on va avoir 5000 personnes sur le quinquennat qui vont être dédiées aux tâches administratives. Et ces tâches administratives pour soulager les policiers, je pense que là aussi, c'est des choses qui vont vraiment dans le sens... Il y a un autre thème. On va passer à l'autre thème, sinon on n'aura pas le temps de l'aborder. Autre thème sur la COP27. Vous souhaitez interpeller aussi Manuel Bompard et vous défendez une écologie du fer. Bien, en tout cas, je défends d'abord une écologie de la confiance. J'ai entendu, comme vous, l'ensemble des déclarations d'ouverture de la COP27. On sait qu'on est face à un danger qu'on a déjà vécu cet été fortement, toutes et tous, sur les lieux de vacances, sur les lieux d'habitation. On a un vrai risque et on a de vrais engagements qui ont été validés au moment des accords de Paris, dans lesquels la France a un rôle très important, un rôle d'abord de responsabilité pour elle-même dans son pays, et puis de responsabilité au sein de l'Europe pour aller entraîner l'ensemble des pays, à la fois être solidaire avec les pays les plus pauvres et à la fois faire des efforts nous-mêmes. Aujourd'hui, quand on réouvre cette COP27, nous, Agnès Pannier-Runacher, le gouvernement autour du président de la République continue d'avoir un discours qui refuse le fatalisme, qui dit on ne renonce à rien, même si on n'est pas encore assez bon. Alors votre question pour Manuel Bompard. Eh bien, on veut continuer de progresser. Pour ça, il y a le plan de sobriété. Pour ça, il y a différentes lois qu'on va voter, le renforcement nucléaire, et il y a cette loi sur les énergies renouvelables. Vous en avez parlé tout à l'heure rapidement, je crois. Là aussi, une loi qui a été adoptée au Sénat aux premières lectures, avec des voix d'Europe Écologie des Verts, des abstentions d'autres élus, donc une NUPS qui semble assez divisée sur ce sujet. Et moi, j'ai envie de dire, aller vers plus d'énergie renouvelable. Est-ce que, quand ça va arriver à l'Assemblée, je pense dans 2 semaines, 3 semaines, vous allez être positif sur cette loi? D'abord, vous avez dit à ma connaissance une contre-vérité, puisque au Sénat, la NUP n'existe pas et la France Insoumise n'est pas représentée. Donc, il n'y a pas de division. On verra à l'Assemblée nationale s'il y a une division ou pas. Vos alliés l'ont voté. Pour le reste, oui. Donc, oui, alors les alliés de la NUPS. Oui, mais ils étaient tous d'accord, donc il n'y avait pas de division. Pas de division, après, moi, je vous reconnais tout à fait, mais sans aucun problème, le fait de parler. Alors ça, j'ai pas de problème, je vous le reconnais, d'avoir des mots forts. Mais le problème, ce que je vous reproche, c'est de ne rien faire ensuite. Vous voyez, parler, je vous le reconnais, parce que vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais pour l'instant, la France, elle est en retard de ses propres engagements. La France est à la traîne en matière de développement des énergies renouvelables alors que ça fait 5 ans que vous êtes aux responsabilités, sauf erreur de ma part. Et quand l'Assemblée nationale met un coup de fouet dans tout ça et dit on va mettre des budgets historiques sur le développement du train, le ferroutage, les trains de nuit, on va mettre des budgets historiques sur la rénovation thermique des bâtiments, vous arrivez avec le 49.3 et vous coupez tout ça. Donc pour l'instant, excusez-moi, vous n'avez pas fait la démonstration en matière de fer, puisque vous voulez qu'on fasse l'écologie du fer, vous n'avez pas fait la démonstration que vous vouliez effectivement faire. Pour le reste, si le projet de loi sur le développement
développement des énergies renouvelables permet effectivement de développer les énergies renouvelables, c'est pas moi qui vais m'y opposer. Mais est-ce qu'il va suffire? Clairement que non. Puisque dans ce texte de loi, par exemple, il n'y a rien en matière de politique de sobriété énergétique, il n'y a rien en matière de politique d'efficacité énergétique, puisque vous êtes revenu sur les votes qu'on a fait la semaine dernière pour développer la rénovation thermique des logements. Mais est-ce que ça va dans le bon sens quand même, en fait? C'est ça l'idée. Madame, enfin, je sais pas, si vous avez le ciel qui vous tombe sur la tête et qu'il faut fuir, si vous avancez à 1 km/h, ça va dans la bonne direction, oui, mais à la fin, vous allez quand même prendre le ciel sur la tête. Moi, je préférerais aller à 30 ou à 50 ou à 100, si c'est possible. On va reprendre le sujet des énergies renouvelables. On a ce texte donc qui est devant nous, mais derrière nous, il y a quelques mois, il y a un grand plan solaire qui a été lancé par le gouvernement, qui était là pour accompagner l'ensemble des collectivités territoriales sur l'ensemble de leurs bâtiments publics, que ce soit des constructions nouvelles ou que ce soit des entrepôts ou des toits d'entreprises ou d'immeubles, pouvoir installer avec un délai administratif beaucoup plus court des panneaux solaires en nombre pour développer l'énergie solaire. Mais regardez toutes les villes, et en particulier celles qui sont gouvernées par les NUPS, je ne crois pas que les dispositifs qui ont été mis en place par l'État sur le développement du solaire, qu'on soit dans le nord ou dans le sud, parce qu'on peut avoir de l'énergie solaire aussi dans le nord, aient été très exemplaires. Donc à un moment, quand on est en responsabilité, nous, ce dont on vous parle, c'est d'agir. Quand on vous parle, par exemple, de la rénovation énergétique des logements, le budget qui est mis sur la rénovation énergétique des logements, les 2,5 milliards d'euros, qui ne vous suffisent pas, ils sont déjà historiquement hauts par rapport à tout ce qu'il n'y a jamais eu sur la rénovation énergétique des logements. Vous proposez un amendement à 12 milliards, le lundi 31 octobre, si je me souviens bien. Vous faites passer cet amendement donc à ce moment-là, et vous nous taxez après de le supprimer. Mais pourquoi? Parce que 15 milliards ou 12 milliards d'euros dans un budget qui est équilibré, dont nous, on a la responsabilité, eh bien, on considère que c'est sucré une partie du bouclier énergétique pour les Françaises et les Français. Et puis la deuxième raison qui est encore plus pragmatique, opérationnelle, c'est que la rénovation énergétique, il faut des entreprises, il faut des ouvriers, il faut des ingénieurs, des technico-commerciaux. Et sur tous ces secteurs-là, on est dans une période tellement en tension, à la fois sur les matériaux et sur le personnel. De toute façon, on ne serait pas capable de répondre. On ne pourrait pas les réaliser. Alors, vous avez 1 minute pour répondre, Manuel Bompard. Sur le deuxième point, et il m'avait échappé, je croyais que vous étiez au pouvoir depuis 5 ans. Donc je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas développé tous ces métiers. Bon, sur le premier point... On a développé l'apprentissage de façon historique. J'ai 1 minute, alors moi, j'ai pas 10 secondes. Très bien. Alors, vous répondez, après ce sera terminé. Sur le premier point, madame, franchement, soyons sérieux dans notre débat. Vous savez très bien, dans un budget, il y a des dépenses et des recettes. Vous êtes d'accord? Bon, donc, si vous augmentez les dépenses, vous pouvez décider de le prendre à la place d'une autre dépense, ou vous pouvez décider de créer une nouvelle recette. Donc, rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, 10 milliards. On oppose projet contre projet. Non, mais c'est pas projet contre projet. Taxe sur les super profits, 10 à 20 milliards. Renoncement à la suppression de la CVAE, 8 milliards. Donc, me dites pas que c'est impossible. C'est possible, mais c'est un choix politique. Et le choix politique que vous avez fait, c'est les cadeaux aux grandes entreprises, le refus de la taxe sur les super profits et le refus d'un investissement massif dans la rénovation. Bon, je crois qu'on ne vous mettra pas d'accord sur ce plateau. Le choix politique, c'est une écologie qui est pragmatique, c'est le développement de l'île. En tout cas, on a bien 2 projets. L'usine de batterie à Douai dans le Nord. Le choix politique, merci à tous les deux. Merci à tous les deux. On va retrouver une nouvelle fois Vincent Roux, qui se trouve au Figaro Live. Vincent, avec des lecteurs qui ont encore des questions à poser, et notamment sur la proposition d'Aurélien Pradié. Oui, la proposition d'Aurélien Pradié qui, chez nos confrères du Journal du Dimanche, propose une tenue unique à l'école. Question de laïcité également, pour lutter contre les inégalités sociales. Vous êtes si contre que ça, Manuel Bompard? Je pense que c'est un non-sujet, et je pense que si Monsieur Pradié, c'est un sujet qui quand même revient souvent en boucle. Oui, je vais vous répondre, parce que Monsieur Pradié, s'il est vraiment attaché à la question des inégalités sociales à l'école, je lui fais une contre-proposition, c'est de voter notre proposition de loi pour la gratuité de l'école, la gratuité des matériels, la gratuité des fournitures scolaires, parce que ça sera vraiment une mesure pour faire en sorte... Mais ça lisse pas les inégalités, l'uniforme? Non, ce qui lisse aujourd'hui les inégalités, ou ce qui lisse ou qui crée des inégalités, c'est quand il y a des gamins qui n'ont pas les moyens pour aller manger à la cantine alors qu'il y en a d'autres qui en ont, quand il y a des gamins qui n'ont pas les moyens pour arriver avec des manuels scolaires alors que les autres en ont, ça c'est des inégalités concrètes. Le reste, c'est un coup de communication habituel sur l'uniforme, etc. Moi je pense qu'on n'en est plus là. Vincent? Et sur la question de la laïcité, Oui.
Mais sur la question de la laïcité, sauf erreur de ma part, il existe déjà une loi dans ce pays qui dit que les tenues religieuses ostensibles sont interdites à l'école. Donc, oui, on voit que c'est un problème là apparemment, et notamment sur les campagnes sur les réseaux sociaux, avec les abayas notamment. Est-ce qu'il ne faut pas justement renforcer avec des mesures supplémentaires qui permettent de garantir cette laïcité à l'école? Mais peut-être qu'on peut discuter sur la manière avec laquelle cette loi peut évoluer ou comment elle est mise en œuvre dans tel ou tel établissement scolaire. Mais vu votre question initiale était de savoir si, de mon point de vue, c'était l'uniforme qui était la réponse à cette difficulté, et je vous ai répondu non. Et deuxièmement, est-ce que l'uniforme était un moyen de lutter contre les inégalités scolaires? Et je vous ai dit que, de mon point de vue, les inégalités scolaires, elles sont plutôt dû à autre chose et que c'est plutôt sur cette autre chose qu'il faut agir. Merci Vincent pour cette question de nos lecteurs du Figaro Live. Merci Violette Spilbou de nous avoir accompagnés. Merci à vous Manuel Bompard d'avoir été l'invité ce soir